concernant mon parcours, il a été totalement improvisé, puisque le métier ou les métiers que l'on pratique aujourd'hui ne connaissaient pas de filière professionnelle ou professionnalisante à l'époque où on s'est lancé, puisque Spidernet est né en 99. C'est donc totalement anarchiquement, en improvisant un petit peu l'acquisition des compétences, les premières réalisations que l'on a pu faire, que on a finalement, selon l'expression consacrée, appris sur le tas. Donc à titre personnel, c'est comme ça que cela s'est produit, et donc ne venant pas d'une filière dédiée, j'en ai une autre, de filière qui m'a mené, alors théoriquement, qui devait me mener vers les métiers de l'enseignement. J'ai pu, ou en tout cas j'ai failli devenir professeur d'histoire, donc c'est un petit pont comme ça qui m'a relié ensuite au métier de la formation, puis de la formation à distance, qui s'est développé consécutivement à l'essor des technologies de l'Internet. C'est dans ce contexte-là, à la fin des années 90, que Spidernet, justement, et puis c'est à moi qu'on a demandé de défricher le terrain à l'époque, que Spidernet a investi ce marché, cherchant d'abord des solutions pour fabriquer des petites choses à montrer à des clients potentiels qui s'avéraient déjà intéressés par ce qui était un petit phénomène dans le monde de la formation, l'e-learning, qui était porteur de plein de promesses, qui devait tout bouleverser, tout révolutionner. On le sait maintenant, on a suffisamment de recul, ça ne s'est pas fait de cette façon-là. Mais c'est comme ça qu'on a investi le secteur, en devenant dans un premier temps revendeur de 1 à 2 logiciels qui ont fini par devenir les principaux utilisés aujourd'hui sur le marché. Puis progressivement, on a proposé nos services en réalisation de contenu multimédia de formation, ce qui fait qu'on a une équipe qui s'est étoffée de compétences, cette fois-ci établies en graphisme, en multimédia, en écriture pédagogique, et puis des filières universitaires sont venues évidemment sanctionner l'avènement de la formation à distance et proposer des profils adaptés. De fil en aiguille, notre activité s'est étoffée, on est devenu ce que l'on appelle aussi plateformiste, puisqu'on a une solution de type LMS, c'est le jargon du marché, que l'on propose à nos clients, et l'histoire plus récente fait que nous nous sommes évidemment intéressés à la petite révolution, je cherche mon téléphone portable, mon mobile autour de moi, mais il n'est pas là, mais à la révolution mobile, les tablettes qui ont investi l'entreprise, et nos clients historiques comme les nouveaux clients ont commencé à avoir cette exigence. Nous, on a là aussi fait des acquisitions de compétences, on a fait des travaux en interne pour s'interroger sur la façon de traiter l'arrivée de ces matériels-là. Et à peine avons-nous le temps de tirer les premières conclusions qu'arrivent encore de nouvelles modalités, qu'il s'agisse de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et d'autres objets connectés encore invités à venir jouer les troubles faits, si je puis me permettre de le dire comme ça, dans le monde de la formation à distance. Mais aujourd'hui, on a clairement un marché qui a bien évolué depuis 15 ans. Nos clients ont évolué, bien entendu, aujourd'hui, connaissent nettement mieux le contexte, manipulent les concepts liés au multimédia et au multimédia à distance avec plus de facilité, évidemment, qu'il y a 10 ou 15 ans, mais c'est encore trop déformé par la succession de filtres ou de prismes que l'on peut rencontrer ensuite dans une structure aussi imposante qu'est un grand compte. Et lorsque l'on franchit les différents niveaux hiérarchiques, si je peux me permettre de le simplifier à ce point, forcément le contenu que l'on a à traiter, la manière dont on souhaite le traiter, dont on propose de le traiter, prend différentes compréhensions, acceptions, et on est un métier de grands frustrés. Donc nos clients évoluent, on a peu l'impression que c'est le cas, mais ils évoluent, les progrès se font très lentement. On est sur un marché sage, conservateur, la formation. Donc ça évolue, on y croit, on est confiant, on continue de proposer, et puis c'est réellement le cas. J'ai envie de dire assez peu, mais justement par frustration, celle que j'ai évoquée il y a un instant, c'est que aussi bien dans la manière de concevoir les contenus que les populations que l'on aimerait pouvoir aussi toucher, on a encore un marché de l'e-learning qui s'intéresse surtout au business. Et ce sont les populations commerciales qui sont les principales ciblées par
ce que l'on peut produire nous pour le compte de nos clients ou ce que fabriquent ces sociétés en interne lorsque des équipes sont constituées. Donc on a affaire plus à de l'information qu'à de la formation. Ce sont des fiches produits en quelque sorte, hein, maquillées ou déguisées en programme de formation. Et quand on a affaire à un programme de formation, c'est tout simplement parce que c'est sous la contrainte qu'il a fallu en produire un. Ce sont des formations réglementaires, donc avec des audits consécutifs au programme de formation. Donc le module doit être fait. Il y a encore effectivement, enfin en tout cas les demandes de production arrivent des services de ressources humaines, des services formation. C'est parce que les circuits encore de demande suivent ce chemin-là dans les entreprises et créent finalement, au même titre que de la formation présentielle, un grand décalage entre le besoin et l'instant où ce besoin est satisfait. L'e-learning souffre finalement de ce même mal que la formation en salle, c'est des longueurs en termes de prise de décision, d'arrêt, de finalisation du contenu lui-même, et puis de délai de production et de délai de mise en service pour une mise à disposition. Il y a là pour le coup effectivement une demande, en tout cas client, qui évolue, et le client a aussi évolué puisque le client devient l'apprenant. Et les apprenants commencent à témoigner de leurs attentes au service qui principalement décidait de ce que pouvaient être les attentes des apprenants. On a aussi un espèce de monde qui s'équilibre et les apprenants ont pu, certains témoigner un peu d'impatience, un peu d'insatisfaction, ou en tout cas livrer leurs avis sur ce que l'on leur soumettait. Et aujourd'hui, les apprenants eux-mêmes, puisque les clients ont évolué parce qu'ils ont plusieurs années, pour certains d'entre eux, de vécu dans l'e-learning, les apprenants ont aussi du vécu en e-learning et commencent à tout simplement poser des concepts sur ce qu'ils aimeraient voir leur être proposé. Et là, ça commence à devenir intéressant, et c'est quelque chose qui se produit depuis maintenant un tout petit nombre d'années, mais qui justement... Alors les grandes vagues de création de contenu, on les a toujours conceptualisées. Il y a toujours des mots valises, parce qu'on aime bien tout ranger dans des petits tiroirs. Il y a eu le contenu sur mesure. Ça a été le premier type de contenu. On le fabriquait parce qu'on n'avait pas de logiciel spécialisé. Ça coûtait cher, c'était long, etc. etc. Ça a été le premier type. Est arrivée la typologie qui a façonné le modèle économique de l'e-learning à partir donc, des années 2003, 2002-2003. C'est ce que l'on appelle le rapid learning. Le rapid learning, c'est le recours à un logiciel à peine plus sophistiqué que PowerPoint, et d'ailleurs même capable de transformer des présentations PowerPoint, de les enrichir au passage, mais d'assurer un niveau de productivité élevé, des délais de fabrication prétendument courts et des budgets à leur tour serrés. Le rapid learning a vraiment façonné le paysage et impose aujourd'hui encore ces métriques de délai et de budget quand bien même on fait autre chose. Puis il y a eu une longue traversée un peu du désert où on a beaucoup vécu sur justement ce qui a permis à chaque entreprise de se lancer, parce que ça a été le temps du réel lancement de l'e-learning, parce que finalement l'e-learning, même si c'est né à la fin des années 90, ça a vraiment pris son essor à partir de 2003-2004, lorsqu'on a été en mesure de produire un peu plus de contenu dans des budgets qui n'étaient pas des budgets d'exploration ou de quelques essais pour voir si ça pouvait fonctionner, quelle serait la réception du contenu. Et puis, on a laissé peut-être passer un peu trop de temps avant de se rendre compte qu'il fallait aussi proposer d'autres modalités, avec d'autres manières d'écrire les contenus, avec d'autres formats que des formats, ne serait-ce qu'en termes de durée, et puis des formats qui étaient aussi imposés par l'arrivée progressive, par exemple, des tablettes dans les entreprises. Est arrivé le grand porteur d'espoir, le sauveur absolu de la formation à distance, le Serious Game. On lui a fait porter plein de vertus, en tout cas on les lui attribuait, et il y a eu une petite déception généralisée, puisque on n'a pas pris le temps d'adapter les modalités de jeu à la formation, on les a simplement plaquées sur la formation. Jouer en formation, on en connaît les bénéfices, simplement il y a réellement une union à faire entre justement le contenu pédagogique et
la manière dont se présente un serious game. Donc il y a énormément d'acteurs, on n'en est ici pas spécialiste, il y a énormément d'acteurs qui ont œuvré en ce sens et qui font des choses extrêmement intéressantes. Ça a été vraiment la dernière grande vague avant que n'arrive finalement, ce qui rejoint aussi la fin de votre question à propos du social learning, avant que n'arrive cette nouvelle génération de matériel. Parce que j'aime bien diviser finalement en deux époques. Aujourd'hui, en tout cas, l'e-learning, il y a l'époque de l'ordinateur de bureau, dans la position dans laquelle je suis filmé, assis. Et puis, il y a cette autre époque qui vient de débuter, celle très généralement des objets connectés. Les premiers ont été les tablettes dans les entreprises, les smartphones sont désormais dans les cahiers des charges, et puis on pourra parler cette fois-ci ou une autre fois, mais aussi des modalités associées à la réalité augmentée, les lunettes, la réalité virtuelle, les masques. Ce sont encore des matériels qui arrivent, mais pour en rester vraiment à cette génération qui est née physiquement dans le commerce à partir de 2007-2008, dans les entreprises au début des années 2010, eh bien, il a fallu tout simplement les adopter, trouver des usages. Et puis, chez nous, ça a donné naissance à des réflexions qui ne pouvaient permettre de dissocier justement le mobile du social. Parce que si on fait référence aux usages que l'on peut avoir des tablettes et des smartphones hors du milieu professionnel, l'usage premier, c'est bien celui justement du social, de l'interaction sociale. Donc on voit nous bénéfiquement et très positivement arriver ce genre de matériel, parce que on rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces velléités un peu d'autonomie, voire les volontés presque d'indépendance des apprenants, qui depuis des années reçoivent des modules de formation dans une démarche étatique, puisque c'est toujours un sacro-saint service haut perché qui va distribuer de la formation. Aujourd'hui, les apprenants, toutes les populations de l'entreprise, pas seulement en situation d'être apprenants, mais toutes les populations sont en mesure potentiellement, puisque disposant soit à titre personnel ou professionnel de smartphone, d'interagir avec autrui. Alors interagir avec autrui dans un contexte de formation, ça va être participer au sein d'un dispositif dédié qui leur permettra justement d'être en relation, de consulter des informations, d'échanger. Et encore un petit peu plus que ça, en tout cas c'est notre conviction, c'est aussi de produire eux-mêmes des ressources de formation pour les partager avec leurs pairs. Leurs pairs, ce sont leurs communautés, des communautés immédiates de travail. On fait le même métier dans la même entreprise, peut-être sur le même site, peut-être pas sur le même site. Et puis cette communauté de travail est bien évidemment nettement plus large que celle du seul métier qui est le mien. Donc on va pouvoir commencer aussi à s'intéresser, si on prend justement ce modèle du 70-20-10, qui veut que 10% de ce que j'ai appris ou j'apprends sur mon lieu de travail, je l'apprends en salle de formation, et que les 90% restants, je les apprends soit sur le tas, soit grâce à mon voisin. Et ça, c'est pas traité. On n'a rien qui nous permet de, si je peux me permettre, de capitaliser sur l'ensemble de ce que l'on appelle l'apprentissage informel. Et c'est là que le social prend tout son sens, puisqu'on a une population qui ne cesse d'avoir envie d'échanger et de partager, et qui en plus, si elle est en mesure de produire, eh bien peut être presque autonome dans une situation de formation. Charge aux entreprises, et c'est le cas, de considérer ces modalités, d'évoluer, et de mettre en place les conditions pour faire en sorte que justement ce soit aussi quelque chose qui soit productif. Ça passe, oui, par un peu de modération, par un peu de supervision, par des super experts qui peuvent valider les messages, mais quand bien même, je reste convaincu que même s'il y a des petites erreurs dans les informations distribuées, elles participent à l'animation justement d'un processus global de knowledge management, mais dans lequel on a aussi des populations qui sont plus que présentes et participatives. Donc le social, quelque part le social mobile et social learning constitue, oui, une forme vraiment future de ce qu'est véritablement l'e-learning. On produira très vite, pour des durées très courtes, pour une durée de vie très courte, mais on produira parce qu'on en a besoin et on le recevra dans les minutes qui suivent, si je peux me permettre cette exagération, alors qu'aujourd'hui, un module d'e-learning, c'est minimum 3 mois de délai pour une mise à disposition
Dans un contexte social, ça peut se chiffrer en secondes, si là aussi je peux me permettre l'exagération. Donc oui, le social doit prendre place, c'est une nécessité pour les entreprises, c'est même fondamental. Les personnes aux cheveux blancs sont capables d'y aller, je pense, comme toutes les autres. On assiste à beaucoup de discours, alors sérieux, et pas sérieux aussi non plus, parce que sur le sujet, et si je comprends bien, et tout en déformant un petit peu, on veut voir des conflits générationnels. On a envie de les voir. On a envie de croire qu'on a des personnes de plus de 40 ans, qui sont donc au-delà de 40 ans vieilles. Il y a des patrons de très grandes entreprises qui l'ont dit récemment, le problème chez nous, c'est les vieux. Donc il s'agit de mettre un petit peu de pression sur une population qui, tout simplement, doit accepter le changement qui s'opère. C'est une entreprise bousculée par le modèle économique des grosses start-up internationales. On va parler du métier de l'hôtellerie, comme ça permet bien d'imaginer quel grand groupe est ciblé par mes propos. C'est un groupe qui doit se transformer véritablement sous peine de disparaître. Donc cette transformation doit aller de surcroît très très vite. Forcément, il y a une conduite du changement qui est opérée avec délicatesse, et puis il y a les grands messages, donc les grosses pressions qui sont justement distribuées. En tout cas, là pour le coup, il s'agissait du grand patron. On veut croire que c'est plus facile pour les plus jeunes générations. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est pas tout à fait vrai. Oui, mes enfants sont nés avec des tablettes et des smartphones dans les mains. Ils les utiliseront à terme vraisemblablement mieux que moi, mais je ne vois pas ce qui m'invaliderait face à eux. On veut voir des générations, aussi des générations numériques, complètement numériques, plus habiles, plus agiles, mais c'est tout simplement là aussi une manipulation pour laisser, pour créer ce sentiment justement un petit peu d'urgence à bouger, à se transformer dans les entreprises, parce qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à travailler gratuitement, nuit et jour, parce que c'est des passionnés, parce que c'est tous des start-upers dans l'esprit. C'est faux, c'est du rêve, c'est du fantasme. Donc c'est du management un petit peu délicat, voire indélicat, qui s'opère, mais je pense que tout le monde peut le faire. Après, charge justement, c'est extrêmement simple. Enfin, prenez un enfant de 2 ans, donnez-lui un iPad dans la main, il sait s'en servir. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouton dessus. C'est un clavier, il y a une multitude de touches. N'importe quel autre dispositif, c'est ultra sophistiqué. Là, il y a un bouton, et puis il y a une interface qui justement répond à l'unique sollicitation qu'un enfant est capable de produire, c'est de taper dessus. Donc quelqu'un qui redevient enfant en vieillissant, j'en suis persuadé capable, et après c'est tout le travail justement des entreprises comme les nôtres aussi, de fabriquer des solutions qui soient faciles aussi à prendre en main, qui soient adaptées à l'usage qui est fait du matériel par les personnes, quel que soit leur âge dans l'entreprise, et puis adaptées aux besoins. Vouloir produire des grandes usines à gaz pour mieux les vendre parce qu'elles feraient tout et répondraient à tous les usages, c'est penser à sa performance commerciale peut-être, et c'est pas penser à l'usage précis. Donc c'est ça aussi aujourd'hui, c'est une multitude peut-être de petites choses pour se mettre au service de tous ceux qui sont aujourd'hui acteurs de la formation à distance. Merci beaucoup. Merci.